Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Le doute, c'est une émotion dans laquelle moi, je suis peut-être plus souvent confrontée que les autres. Partout où je suis passée, je tire les pénaltys. Et la séance de pénalty, c'est vraiment un exercice à part entière. Et c'est vraiment un duel, quoi. C'est qui tout double. C'est tu rates ou tu marques. Moi, je vais revenir là sur le premier match du championnat. Je vais tirer le premier pénalty, je le marque. Le deuxième, je tire sur le poteau. Donc là, évidemment, le doute s'installe. Donc là, tu te poses plein de questions. Sauf que tu es déjà reparti en défense, il faut déjà te concentrer sur ce qui se passe. C'est une émotion qu'il faut très vite effacer. Dans l'Est de la France, il y a une ville réputée pour le handball féminin. C'est Besançon. Alors oui, il y a Metz, mais il y a aussi Besançon. Et c'est là-bas que je vois mon invité du jour pour la première fois sur le terrain. Ça, j'en suis certaine. Mais dans les faits, si je suis honnête, je m'en souviens pas vraiment. Parce que c'est parfois difficile de se souvenir des individualités dans une équipe. Mais par contre, je l'ai remarqué sur Instagram, en découvrant sa personnalité et une partie de son histoire, c'est devenu assez évident qu'elle viendrait se livrer dans ce podcast. Et ça y est, nous y sommes. Je suis très heureuse de recevoir Sabrina Zazaï Özil dans Tribune et Podium. Bonjour Sabrina. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes sans me parler de sport. Alors, comme Solène vient de le dire, Sabrina Zazaï Özil, j'ai 30 ans déjà, ça passe vite. Je suis handballeuse professionnelle, c'est mon métier actuel. Mais sans parler de sport, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est fou. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que j'aime ? Alors, même si je suis handballeuse, je suis issue d'une famille de footballeurs. On t'a dit, on parle pas de sport, mais je suis quand même née dedans. Mais c'est difficile comme exercice pour les sportifs. Ouais, c'est difficile. C'est vrai parce que c'est vrai qu'on s'identifie tout de suite à le ou la sportive, et c'est vrai qu'on oublie qu'on est des fois autre chose que ça. Mais non, moi, qu'est-ce que j'aime ? J'aime la musique, j'aime la K-pop particulièrement. Okay. Je suis passionnée par. T'as regardé Hunter Demon. Pas encore. Je sais plus quoi. Ouais, Hunter Dragon, quelque chose, je sais pas quoi. Là, Demon. Pas encore, mais on me l'a conseillé. Mais cet été, je suis allée au concert des Blackpink, par exemple. Au Stade de France. J'ai eu un week-end de libre et j'ai dit à mon mari, t'as pas le choix, tu dois m'accompagner. Même si lui, c'est pas un grand fan, l'amour, ça fait faire des choses différentes. Je suis mariée, c'est pour ça que j'ai le Özil qui s'accroche aux Zazaï depuis maintenant 2 ans. Sur ton maillot aussi ? C'est ça, sur mon maillot aussi. Ça me tenait à cœur d'avoir le Özil, mais de garder le Zazaï. Surtout, pourquoi ? Tout simplement parce que depuis très longtemps, tout le monde m'appelle Zazaï. Peu de personnes m'appellent Sabrina. Ouais. Franchement, si j'aurais pu enlever le Sabrina et garder le Zazaï, ça aurait été avec grand plaisir. Mais non, je suis très très fière de ce nom de famille, Zazaï, parce que un sportif, on le reconnaît avec ce nom dans le dos. Et donc, du coup, il est avec moi depuis des années et je m'identifie beaucoup à ce Zazaï. Comment est-ce que t'es arrivée dans le monde du sport quand t'étais petite ? T'as dit que t'étais issue d'une famille de footballeurs, donc du coup, c'était une thématique déjà dont t'entendais parler. Mais toi, t'as commencé par quoi ? Alors, j'ai commencé par toucher à tout. J'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait du baseball, j'ai fait plein de sports. Et évidemment, j'ai fait du foot aussi. En plus d'en faire au parc les week-ends avec mon père et mon frère, j'en ai fait en club. À cette époque-là, c'était pas encore très démocratisé les clubs féminins. Ouais. Donc, je l'ai fait avec des garçons. J'ai fait dans un club de quartier à Mistral, à Grenoble. C'est souvent comme ça que les filles démarrent. Exactement. Et j'ai eu une grosse blessure. J'ai eu une double fracture tibia-péronée. Donc, ça m'a éloignée des terrains pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que ça m'a un peu dégoûtée, entre guillemets, de la pratique du foot. Parce que, aujourd'hui, même aujourd'hui, tu me dis remettre des crampons, je suis un peu réticente. Exactement. Mais j'ai découvert le hand au collège, à l'UNSS. J'ai une amie qui était avec moi en classe qui m'a dit viens découvrir le hand le mercredi après-midi. Donc c'est comme ça que j'ai mis mes premiers pas dans un gymnase. Et il s'avère que je suis gauchère.
Et au hand, c'est très recherché. Donc du coup, mon amie, elle m'a dit « Oh, ben viens au club, on cherche des gauchères ». Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le hand. Tu te rappelles de ce premier entraînement de hand, ce que tu t'as ressenti Bah moi, en fait, j'ai toujours adoré les sports collectifs, Ok. vraiment. Même si de base, j'ai fait des sports individuels, je pense que je retrouvais pas cette chose-là que j'ai découverte dans les sports co plus tard, avec le foot et avec le hand. Mais ouais, c'était m'amuser avec mes amis, prendre du plaisir. Et puis, cet esprit de compétition aussi, moi, je l'ai eu vraiment très, très jeune. Je sais pas, je t'invite un jour à venir nous voir, mais tu verras que moi, sur le terrain, je suis quelqu'un vraiment de très expressive. Cette fois, je te reconnaîtrai, Voilà, promis. j'ai vraiment pas peur d'exprimer mes émotions, vraiment, que ça soit dans la victoire comme dans la défaite. Je pleure très facilement, comme je célèbre très facilement. Et j'ai retrouvé ça dans les sports co, vraiment de partager ces émotions-là avec les filles. Puis la compétition, ouais, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très, très longtemps. Est-ce que dans le sport co aussi, il y a quelque chose, quand tu voyages, en fait, pour les matchs, qui se crée dans l'équipe, qui est différent de quand tu voyages avec tes coéquipiers / adversaires quand tu es dans un sport individuel? Bien sûr, ouais, non. Moi, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, au début de saison. C'est que moi, les filles avec lesquelles je joue, je les considère vraiment comme des sœurs. Vraiment. Moi, il faut savoir que ma famille, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai mon père, ma mère. Et moi, en fait, je suis issue de l'immigration. Donc, mes parents, ils sont venus en France très tôt. Et donc, du coup, moi, tout le reste de ma famille, du côté de mon papa, ils sont en Algérie. Du côté de ma maman, ils sont au Maroc. Donc, moi, tous mes cousins, cousines, ils sont... mélange. Ouais, très beau mélange qui, en ce moment, malheureusement, c'est pas la fête, mais comme quoi l'amour, ça réussit à réunir les gens. Mais du coup, moi, j'ai pas grandi avec mes cousins, avec mes cousines, etc. Donc c'est vrai que moi, très tôt, tous les week-ends ou tous les jours de s'entraîner avec ces filles-là, ben tu te dis ah bah j'ai un peu des sœurs avec moi, des cousines, un peu tous les jours. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai dit aux filles, je dis moi, je vous considère vraiment comme ma famille. Je vous vois plus que ma propre sœur ou que mon propre frère. Donc moi, je suis prête à mourir sur le terrain pour vous. Et j'ai vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au cours des années, au cours des équipes dans lesquelles j'ai joué. Et à mon mariage, j'ai eu 9 demoiselles d'honneur. Et sur les 9, il y en a 8 qui sont issues de mes rencontres dans au le handball. hand. Ouais, il y avait que ma sœur. Qui n'était pas handballeuse. Voilà, c'est ça, pas handballeuse. Sinon, tout le reste, c'était des filles que j'ai rencontrées dans le hand. Donc ouais, pour moi, le sport, c'est vraiment plus que du sport. C'est vraiment l'école de la vie. En vrai, pour moi... ça t'a apporté autre chose que juste du bien-être. Bien sûr. Bah, c'est plus, moi, c'est plus que ça. Tu développes vraiment des valeurs que pour moi, il y a que dans le sport que tu développes. Comment tu t'arrives dans le sport de haut niveau et à devenir joueuse professionnelle? Alors, moi, de base, j'avais vraiment pas cette vision-là de faire du sport mon métier. Pour moi, de base, c'était vraiment, je vais avec mes copines, je fais du sport, c'est à côté de la maison, c'est trop bien, je me défoule, j'ai cet esprit de compétition, etc. Mais il y a cet esprit de compétition. Donc, du coup, je me dis, bon, j'ai des coachs qui m'ont poussée, qui m'ont dit, Sabrina, t'es gauchère. Dans le hand, c'est recherché. Donc, franchement, si tu prends au sérieux ta pratique, tu peux en faire quelque chose et ça peut devenir ton métier. Donc là, quand t'as 16 ans et que tu sais que ça peut devenir ton métier, tu te dis, ah, ça peut être cool de vivre ça plus tard. Mais on te met, entre guillemets, aussi en alerte sur, attention, tu peux quand même ne pas en vivre. Donc, il faut que tu continues tes études, etc. Oui, parce que toi, à cette époque-là, on recontextualise. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, le handball, masculin comme féminin, tout le monde connaît l'équipe. Ouais. On sait que que ça gagne des titres à gogo, etc. Mais à l'époque, quand tu découvres à l'UNSS, on n'est pas encore dans cette période dorée de l'équipe féminine. Ouais, c'est ça. On n'est pas encore dans cette époque-là. Et du coup... Puis même moi, dans ma région, en Rhône-Alpes, le hand, c'est pas un sport qui est très développé. Ouais, il y a Chambéry. Il y a Chambéry chez les garçons, voilà. Mais sinon, chez les filles, il y avait mon club où on était en National 2 à l'époque. On est monté en National 1 et on a réussi à monter jusqu'en 2e division. Ouais. Mais en Rhône-Alpes, il n'y avait pas d'équipe en première division. Donc moi, je pouvais pas aller voir une équipe référence et dire « Waouh, c'est trop bien, je veux faire ça aussi plus tard ». Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais... moi, comment mon parcours dans le monde pro a commencé.
Donc, le hand, on a la chance quand même d'avoir des sections sportives qui sont ouvertes à partir du lycée. Ouais. Donc, moi, je suis allée à Bourgoin-Jallieu. Donc, c'est là où première fois j'ai quitté la maison. Le nid Je suis allée familial. en internat à Bourgoin-Jallieu. J'ai fait 2 ans là-bas, donc de ma seconde à ma première. Et ensuite, j'ai été repérée pour intégrer le pôle espoir. Donc, j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est que sur mon année de première, mon entraîneur de section, tous les mercredis, il faisait les allers-retours à Chambéry et il m'emmenait m'entraîner le mercredi après-midi avec le pôle espoir, avant que je l'intègre en terminale. Wow. Donc voilà, j'ai Saïd Ouadji, il s'appelle, voilà, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Mais voilà, c'était quelqu'un de dévoué, qui a cru en moi et qui a dit, bah, je sens que cette joueuse, elle vaut la peine que je fasse les allers-retours tous les mercredis pour qu'elle aille s'entraîner avec l'élite de la région à ce moment-là. En 2013, je rentre au centre de formation et comment... À Besançon. À Besançon, ouais, pardon, c'est ça. Et du coup, comment je rentre au centre de formation? On dit souvent que une carrière de haut niveau, des fois, il faut un peu de chance. Et moi, bah, mon petit coup de chance, je l'ai eu à ce moment-là, puisque en 2012, l'équipe pour laquelle je joue, donc Pôle Sud 38 à Grenoble, on tombe en Coupe de France face à l'équipe de D1 de Besançon. Okay. Et donc, on fait notre match de Coupe de France. Je fais un bon match. Et à la fin du match, l'entraîneur de Besançon, Florence Sauval, à cette époque-là, me dit, écoute, on aime ton profil en tant qu'ailière droite. On aimerait que tu viennes faire un test à Besançon. Et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis allée faire le test à Besançon, que j'ai intégré le centre de formation l'année d'après. Quand elle te dit ça à la fin du match, tu te dis quoi? Non, moi, je suis grenobloise, je vais pas bouger. Oui et non, parce qu'au final, j'ai déjà bougé avec l'internat à Bourgoin, à Chambéry, le pôle espoir. Et du coup, à Chambéry aussi, j'ai fait mes premières classes en équipe de France. J'ai intégré les équipes de France cadettes, jeunes et juniors. Donc ça, c'est des cycles de 2 ans. Cadette 2 ans, jeune 2 ans, junior 2 ans. Et donc, à cette époque-là, Franck Caddy, le responsable du pôle espoir, est entraîneur en équipe de France. Donc, il me dit, Sabrina, tu vas intégrer l'équipe de France, etc. Et donc, en fait, à cette époque-là, il nous sensibilise déjà au pôle à dire, bah, écoutez, les filles, vous allez faire les interpôles et il va y avoir des recruteurs de centres de formation qui vont arriver là. Sauf que moi, j'ai pas fait ces interpôles-là parce que je me suis arraché les ligaments de la cheville, donc j'étais blessée. Et là, je me suis dit, bah mince, je rate mon occasion pour rentrer en centre de formation. Ça y est, il y a personne qui va me recruter. Et ma chance, ma petite étoile, fait qu'on tombe contre Besançon en Coupe de France. Et là, je me suis dit, bah, c'est ce moment-là. Ouais. Mais la chance, faut la provoquer. Si je faisais pas un bon match, j'avais pas la coach qui à la fin me disait, on veut te faire un test. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai intégré le centre de formation. Et qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu arrives au centre de formation? Est-ce que tu as des rêves de... Je sais pas de quoi on rêve en fait quand on rentre en centre de formation. Qu'est-ce que toi, tu as dans la tête? Moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je j'ai jamais caché mes ambitions. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais jeune, ce qui est logique, tu es en équipe de France jeune, cadette, jeune junior, tu dis, bah, tu as envie d'intégrer la grande équipe de France, quoi. Ouais. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais caché, je l'ai toujours dit, mais je suis arrivée quand même sur la pointe des pieds à Besançon, puisque Besançon, c'est un club historique. C'est le premier club français à avoir remporté la Coupe d'Europe en 2003. Donc, tu arrives quand même dans une institution. Et ouais, ça, tu le ressens déjà totalement. En tant que handballeuse, tu le sais, en fait. Ouais. Puis même moi, le jour où j'ai visité les infrastructures, etc., tu sens le professionnalisme, tu sens que là, voilà, c'est mon père qui est venu, qui m'a accompagnée. Même pour lui, c'était un grand pas de laisser sa fille là. Bourgoin-Jallieu, c'est à 45 minutes de Grenoble. Oui. Là, tu laisses ta fille à plus de 3 heures, elle va plus rentrer tous les week-ends. Là, c'est vraiment un lâcher-prise. Et quand tu vois que tu es accueilli, que tu as des personnes qui prennent le temps de te faire visiter la ville, j'ai pas visité que les infrastructures, on nous a visité la ville, on nous a raconté l'histoire de Besançon. Donc là, tu sens que il y a un vrai... Est-ce que tu es en train de dire que les Byzantins aiment Besançon? Ouais. Ils sont fiers de leur ville. Ils sont fiers de leur accent, ils sont fiers... Mais je trouve ça trop bien parce que... Ça permet de bien s'intégrer. Exactement. Puis tu ressens très vite l'ADN de la ville, du club quand tu portes tu portes le maillot. Tu te bats aussi quand tu as le maillot. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai fait 4 ans à cette époque-là, donc de 2013 à 2017.
Et c'est des choses qu'on te martèle chaque saison. Vous allez vous battre pour un club, vous allez vous battre pour une histoire, vous allez vous battre pour des valeurs. Voilà, ici, les bénévoles que j'ai quittés en 2017, puisque j'ai re-signé en 2021 à Besançon, ils sont toujours là. Donc voilà, c'est des gens qui sont là depuis des années et qui veulent faire vivre le club, qui veulent le faire briller. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti directement en arrivant. Et c'est une ambiance dans les autres clubs dans lesquels tu as joué que t'as pas retrouvée? Non, sincèrement, c'est non. vraiment typique. Franchement, c'est et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je suis une des anciennes du club. Et c'est quelque chose que je veux vraiment essayer de transmettre aux joueuses qui arrivent, c'est que vous signez pas dans n'importe quel club. Vous signez dans une institution. Et il faut vraiment que quand vous mettez le maillot de l'ESBF, vous mouillez. En fait, je le dis et je le répète, nous, on n'est que de passage. Ouais. Le club, il sera toujours là. Et c'est comme quand on parle d'académie, pour certains clubs d'académie et tout, là, c'est la même chose. Totalement. Enfin, voilà, moi, j'adore le foot et du coup, je compare un peu comme les institutions comme le Real Madrid ou comme le FC Barcelone. C'est des institutions. Là, il y a des joueurs qui y passent. Ils ont beau être les meilleurs du monde à ce moment-là. Bah ouais, ils vont quitter le club à un moment donné, puis il y en a d'autres qui vont arriver. C'est pareil. Le club, il ne bouge pas. Les trophées, quand on les voit dans le bureau, ils sont là, ils vont toujours rester. Nous, notre but, c'est juste d'essayer d'en rapporter un de plus. Voilà, exactement, d'apporter un trophée de plus dans cette armoire. Et toi, quand tu arrives justement dans ce centre de formation, avec toute l'histoire qu'a le club, l'atmosphère, l'ambiance et tout ce que représente cette ville et ce club, tu dis que tu as des ambitions d'être en équipe de France. Et c'est quoi tes ambitions avec le club? Non, avec le club, c'est d'essayer de s'imposer, tout simplement. Moi, pour moi, quand tu veux être sportif de haut niveau, il faut être le meilleur, tout simplement. Mais après, encore une fois, il y a la réalité du terrain. Moi, j'arrive dans une équipe où je suis le petit bébé, quoi. La fille qui vient d'arriver au centre de formation. Je joue avec des joueuses qui ont fait des Jeux Olympiques, qui ont un bagage énorme. Moi, j'ai joué avec une Slađana Poplazic qui était championne du monde avec la Serbie en 2013. Donc, des joueuses qui ont fait les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Donc, j'arrive, j'ai des étoiles plein les yeux. Mais il y a une petite partie de moi qui me dit, allez, on se retrousse les manches, c'est parti, il faut aller au travail. Moi, j'ai fait la paire pendant 4 ans avec Amanda Kozinski. Amanda, à cette époque-là, elle est en plein boom, elle fait ses premières sélections en équipe de France. Donc, je suis derrière l'ailière droite qui a le vent en poupe à ce moment-là. Donc, moi, comment je le vis? Je le vis en mode, ma belle, t'as devant toi la meilleure ailière droite. Let's go. Il faut travailler, il faut charbonner pour essayer d'atteindre son niveau à elle. Et pourquoi pas, un jour peut-être la dépasser et faire mieux. Mais franchement, peu importe où je suis passée, j'ai toujours une concurrence très très saine avec les filles avec lesquelles j'étais au poste. Parce qu'encore une fois, il y a quand même l'intérêt du collectif qui passe avant tout, faut pas l'oublier. Et puis très souvent, quand l'intérêt individuel il est au-dessus de l'intérêt collectif, ça devient tout de suite poison et il y a rien de sain dans ce qui se passe. Donc non, il faut savoir des fois revoir ses ambitions aussi à la hausse ou à la baisse. Et moi, à ce moment-là, j'arrivais dans une équipe où il y avait déjà de très très bonnes joueuses. Donc moi, mon but, c'était juste d'apporter un supplément d'âme et que ça soit dans l'intention, dans le soutien, Moi, il y a un truc aussi, c'est que même avec mon jeune âge, j'ai tiré les pénaltys. À ce moment-là, j'avais cette responsabilité-là. Ouais, donc un peu de pression aussi. Totalement. Et moi, je me rappelle, un des premiers articles de journal dans lequel j'ai apparu, c'est la petite jeune Zazaï qui a assumé ses responsabilités et a fait un 6/6 au penalty face au Havre de Linda Pradel. Linda Pradel, qui à l'époque était une des meilleures gardiennes du championnat. Et voilà, je me suis dit, écoute, voilà, toi, tu as peut-être pas joué beaucoup, parce que devant, tu as la meilleure ailière droite du championnat, mais au moins, quand tu vas rentrer, tu vas essayer de ramener ton petit supplément et faire ce que tu sais faire, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses dans le haut niveau, justement, et dans le centre de formation auxquelles tu t'attendais et qui étaient totalement différentes de tes attentes, ou inversement, des choses que tu n'avais pas envisagées et qui, en fait, sont devenues ta réalité? Déjà, tu touches tes premiers salaires. Tu touches ton premier vrai argent. T'es même pas encore pro, mais déjà au centre de formation, tu touches de l'argent, t'as ton appartement, donc t'es très vite responsabilisé. D'un coup, tu deviens adulte. Totalement, c'est ça. On te demande de gérer, entre guillemets, ta petite vie, ton foyer, vraiment avec des guillemets, ton foyer. Apprendre à faire tes courses, apprendre à cuisiner toute seule. À côté, t'as tes cours.
Il faut assumer le rythme des matchs, des entraînements, des déplacements, être une bonne élève parce que aussi il faut assumer tes cours. Exactement. Et puis, encore une fois, je le répète, à Besançon, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a vraiment un encadrement, on a un responsable de centre de formation qui est très attentif à nos études. On est écouté. Pour moi, je me rappelle, mon BTS, on m'avait proposé de me faire passer en 3 au lieu de 2 pour que voilà, mes cours soient étalés, pour que je puisse assumer les entraînements et les cours. On a un accompagnement médical aussi. Le cabinet de kiné, il est littéralement en face du parking du Palais des Sports. Donc, dès qu'on a un problème, on a à dispo les kinés, les médecins. Donc, sincèrement, venir à Besançon en centre de formation, c'est un luxe, vraiment. Donc, moi, j'ai vraiment très, très bien vécu cette expérience de centre de formation. Et au contraire, on t'accompagne de la meilleure manière possible pour te dire, être professionnel, c'est ça. Voilà. Il y a une hygiène de vie à avoir. Il y a un engagement physique à avoir. Et puis, franchement, la santé mentale à cette époque-là, c'était vraiment pas un sujet auquel je me préoccupais parce que ça se passait vraiment super bien. Est-ce que tu as fait des erreurs de débutante, tu vois, dans le haut niveau ou j'en sais rien, tu as fait un cheat meal la veille d'un match Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Non, mais sortir en boîte. Non, mais bien sûr, ça c'est. Mais pas encore une fois parce que tu sors de chez papa, maman, tu découvres un peu l'indépendance, tu dis ça y est. Je suis adulte, je fais ce que je veux. Exactement, je peux il faut voir comment j'ai craqué sur les baskets à cette époque-là. Moi, j'adore j'adore les habits, j'adore les baskets. Donc là, une paire de baskets tous les mois et vas-y, je les ai peut-être portées une fois ou deux, mais c'est la beauté, voilà, du début de carrière, de tes premiers salaires, etc. Et je trouve ça trop bien. Et c'est un truc là que je suis en train de réfléchir où, d'ailleurs, c'est peut-être un sujet de mes prochains reels, c'est si je devais recommencer ma carrière, qu'est-ce que je ferais mieux, différemment. Ou alors, j'ai une autre idée de reel, c'est si tu veux ou vas signer dans un centre de formation, voilà ce que tu devrais faire. Parce que moi, comme je le dis, j'ai eu de la chance d'arriver à Besançon, mais il y a des fois des centres de formation qui n'ont pas ce cadre-là. Et du coup, tu peux très, très vite être face à toi-même et faire des erreurs qui malheureusement peuvent te coûter derrière ta carrière professionnelle. Quoi. Souvent, quand je zoome sur un événement marquant d'une carrière, je demande qu'est-ce que ça a changé pour toi après. Là, forcément, entrer dans un centre de formation, ça change tout. Qu'est-ce que tu n'avais pas envisagé dans ta carrière et que ça t'a apporté justement Ça m'a pas apporté tout de suite, mais ça m'apporte. En fait, une carrière, quand tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Mais dès que ça devient un peu plus difficile, c'est là où tu vois la réalité et c'est là où tu vois que il faut être bien entouré, il faut avoir un bagage solide dans la tête surtout, parce que le corps il va suivre quoi qu'il arrive. Mais la tête c'est le plus dur. Et moi ce qui s'est passé c'est que quand je suis partie à l'étranger, du coup j'ai quitté le centre de formation en 2017, donc j'ai fait 4 ans. J'ai signé mon premier contrat professionnel donc à Toulon. J'ai fait 2 saisons, donc et en 2019, j'ai quitté pour une expérience à l'étranger. Je suis partie en Hongrie. Et là, tu passes encore un stade. Parce que quand tu es étrangère, entre guillemets, quand tu arrives dans un pays étranger, la majorité du temps, tu es payée beaucoup plus que les filles locales. Ces filles-là, elles te voient comme la fille qui va venir prendre ta place. Tu arrives dans un environnement qui est totalement nouveau, tu parles pas la langue, tu arrives dans un nouveau championnat, donc il faut t'acclimater à ce nouveau climat. Et puis moi aussi, il y a un truc qui est arrivé, c'est que j'ai changé de club et puis je me suis mangé le Covid. Donc j'ai pas fini l'année comme il fallait. J'ai vécu 3 mois de confinement là-bas. On a arrêté de me payer pendant 3 mois parce qu'on là-bas c'est tu joues pas, on te paye pas. Ils ont arrêté de payer mon propriétaire, donc j'ai dû déménager en cours de confinement toute seule. Personne n'est venu m'aider. Et là, tu te dis, ok, là, c'est là. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Exactement. En fait, t'es là, 3 mois, t'es confiné, tu fais rien, t'es toute seule. On te prend pour de sans restant poli. Personne vient t'aider. On te dit, mais ma belle, débrouille-toi, c'est le Covid. On doit pas se toucher, on doit pas se voir. Les gens venaient me déposer mes courses devant chez moi et ils repartaient. Il y avait vraiment, et là, tu te dis, ok, l'être humain, des fois, il peut être très, très, très méchant. Autant je l'ai pris sur le coup, tu le prends mal. J'ai fait une mini dépression là-bas, concrètement. Mais plus tard, tu te mets. Du coup, quand je suis revenue en France, je me suis mis à la place des étrangères qui arrivaient dans les équipes.
Et là, je me suis dit, ok, j'ai vécu ce qu'elles ont vécu. Et donc, du coup, là, tu vois d'une autre manière les choses et tu cherches à intégrer encore plus vite les étrangères, à leur parler encore plus, à leur dire, t'as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux l'administratif, par exemple, un truc tout bête, mais les papiers et tout, c'est une galère. Tu cherches à ce qu'elles soient à l'aise le plus vite possible parce que la première année, c'est une année d'acclimatation. Des fois, c'est difficile. Mais dans les journaux, tu vas voir, ouais, la super recrue, elle fait pas ses preuves, etc. Mais comprenez-les, elle change, enfin un truc tout bête, mais la nourriture. T'es habitué à la bonne nourriture de ton pays, tu te retrouves dans un pays qui mange pas du tout. Ouais. Bon, même si en France on est bien logé, ça va, il y a pire. Ça change quand même par rapport à tes habitudes alimentaires. Exactement. Enfin... Et derrière, on te demande d'être performant, c'est difficile. Donc ouais, ma période à l'étranger, elle m'a mis une petite claque. Mais ça m'a permis de réaliser d'autres choses à mon retour en France. Ouais. Et après l'étranger, tu rentres direct à Bezac. Je pars à Bordeaux, à Mérignac, où là je suis appelée. Mais ça, pareil, l'année post-Covid, tu joues sans public. Ça aussi, c'est un autre truc. Le championnat, il est fait d'une manière. On a joué 6 fois la même équipe dans l'année. C'était avec des playoffs, des play-downs. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais là aussi, c'était difficile cette saison. Le handball, justement, c'est les équipes nationales en France drainent pas mal de public. Ouais. Sur les équipes féminines en local, il y en a qui remplissent les stades facilement. C'est pas le cas de toutes. Malgré tout, à Bezac, il y a quand même souvent du monde. C'est important pour toi aussi d'avoir cette communion avec le public. Ça fait partie du jeu, tu vois. Ah ouais. Moi, franchement, aujourd'hui, je suis plus à la fin de ma carrière qu'au début, même s'il me reste encore quelques années. Mais donc là, moi, j'ai prolongé 3 ans à Besançon. J'avais une offre à l'étranger. Et j'avais une offre qui était 2 fois et demi mon salaire de ce que je touche actuellement. Donc, c'est pas négligeable. Surtout quand tu arrives à un stade. Surtout quand tu arrives à un stade de ta vie où il y a des enfants qui vont arriver, où on est dans un contexte économique quand même compliqué, etc. Donc là, avec mon mari, c'est tout bête. On a pris un tableau blanc, on a tiré un trait, on a dit point positif, point négatif. Et c'est un truc tout bête, hein. Mais je suis allée sur YouTube, j'ai tapé le nom du club. J'ai vu qu'il y avait 10 personnes dans les tribunes. J'ai dit, il est hors de question que pour 2 fois et demi mon salaire, j'aille à l'autre bout de l'Europe pour jouer devant personne, en fait. J'ai l'argent, c'est bien. Mais à un moment donné, moi, je vis pour vivre des émotions tous les week-ends. L'argent, ouais, ok, c'est cool. Mais moi, je fais pas le sport pour de l'argent. C'est un sport passion. C'est un sport pour véhiculer des émotions, pour partager des choses. Je préfère 100 fois ma vie à Besançon et avoir une certitude d'un public. Là, le mercredi, ça va être le premier match à domicile. Je sais qu'on va faire un minimum 2000-2500 personnes. Ouais. Quand tu sais que tu as ça tous les week-ends, mais ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Vraiment. En tant que sportif, ça vaut tout l'or du monde. Nous, en tant que supporters, il y a toujours ce truc de... On vit tellement d'émotions grâce aux sportifs et c'est pour ça qu'on remplit les stades, c'est pour ça qu'on va en gymnase, etc. Mais c'est du donnant-donnant, en fait. Exactement. Et c'est ce que tu as vécu aussi pendant le Covid, quand tout était vide. C'est que jouer dans des salles vides, tu t'entends, ça résonne avec les autres. C'est horrible. Enfin... C'est horrible. Et franchement, c'est là où tu réalises encore plus la chance que tu as de faire ce métier-là. Franchement, l'année post-Covid, elle a été dure. Hein. En plus, moi, j'étais dans un club où on jouait le maintien. Donc, on avait un enjeu de... Donc, d'autant plus, tu as besoin de ton public, quoi. Ah, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Donc, franchement, l'année Covid et l'année post-Covid, ça m'a appris des choses, mais comme j'ai jamais appris dans toute ma carrière réunie. Ouais. Parce que là, tu crées des liens encore plus avec ton collectif ou de résilience. Et tout le monde, vraiment, pour le coup, tout le monde disait Mérignac, elles vont descendre. Mérignac, elles vont descendre. Quand t'entends tous les week-ends ton équipe, elles vont descendre, ton équipe, elles vont descendre, t'as le choix. Exactement. T'as soit le choix de t'acceptes entre guillemets, ton histoire et ok, on descend. Soit tu réunis ton équipe, tu regardes et tu te dis ok les filles, on va fermer la bouche à tout le monde et on va aller chercher notre maintien. Au final, c'est ce qui s'est passé. À 2 jours de la fin du championnat, on a réussi à décrocher notre maintien et je le dis aujourd'hui, mon année à Mérignac, en termes d'émotions sportives, et pourtant il n'y avait pas de public, hein, c'est la meilleure que j'ai vécue. Parce qu'on a créé un truc avec l'équipe, il n'y avait rien qui pouvait nous arriver. C'était trop bien. Mais du coup, c'est dû à l'absence du public qui fait qu'on a resserré ce lien en tant qu'équipe. Et ces valeurs-là qu'on est allé chercher, je me dis que peut-être avec le public, ça aurait été différent. Mais voilà, comme quoi... Après, on peut pas savoir... Exactement, avec des si, on refait le monde. Mais non, pour revenir à Besançon, c'est une terre de handball et ça pue le hand ici.
Franchement, non, vraiment, ça pue le hand. Il y a plein de joueuses qui sont issues de Bourgogne-Franche-Comté et aujourd'hui, c'est un point. Franchement, quand tu signes ici, c'est un point fort sur lequel le club veut marcher, quoi. Le doute, c'est une émotion dans laquelle moi, je suis peut-être plus souvent confrontée que les autres, parce que je reviens à ce que je dis. Moi, partout où je suis passée, je tire les pénaltys. Et la séance de pénalty, c'est vraiment un exercice à part entière. T'es face à face au gardien, et c'est vraiment, t'es à l'arrêt, et c'est vraiment un duel, quoi. C'est qui tout double. C'est tu rates ou tu marques. Il y a pas d'autre issue. Et donc, du coup, moi, je vais revenir là sur le premier match du championnat. Je vais tirer le premier penalty, je le marque. Le deuxième, je tire sur le poteau. Donc là, évidemment, le doute s'installe. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que je repars retirer le troisième? Est-ce que la deuxième fille qui est censée tirer le penalty va le tirer? Donc là, tu te poses plein de questions. Sauf que t'es déjà reparti en défense, il faut déjà te concentrer sur ce qui se passe. Et du coup, c'est une émotion qu'il faut très vite effacer. Sincèrement, je pense vraiment être quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même dans ma carrière, puisque j'ai eu très tôt des gens qui m'ont sensibilisé à l'approche de la psychologie, à l'approche de la santé mentale, à l'approche d'avoir un préparateur mental dans sa préparation. Et du coup, moi, dès ma première année en tant que professionnelle, donc dès que j'ai quitté le centre de formation, j'ai fait appel à un préparateur mental pour évoluer dans ma pratique, pour encore une fois essayer d'aller chercher ces ambitions auxquelles j'aimerais atteindre, tout simplement. Donc ce mot-là, c'est un mot que j'ai très tôt dans ma carrière entre guillemets pris conscience et du coup fait un travail dessus. Et je suis une grande passionnée sport, j'aime le sport vraiment avec un grand S, donc je m'inspire vraiment de beaucoup de sportifs, je regarde plein de documentaires et moi j'ai eu comme j'aime pas utiliser le mot idole, mais j'ai vraiment eu des exemples, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, c'est des figures pour moi, LeBron James dans le basket, qui ont fait face à ces moments de doute, mais de par leur personnalité et de par leurs ambitions, en fait, très très vite, ce mot, il efface. Ouais, il existe plus. Il n'existe plus. Et il y a un Tony Parker qui a un mot, il disait, il a échangé avec Kobe Bryant et il lui disait erase, efface. Tu rates un panier, efface. C'est pas grave, c'est passé, tu l'as raté. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Te concentrer sur le prochain panier que tu dois marquer. Et donc, du coup, pour revenir au match de ce week-end là, le troisième, je vais pour sortir, parce que c'est une rotation qu'on a, nous, dans notre équipe. C'est Ilona qui doit rentrer tirer le deuxième penalty. Sauf qu'elle est sur le banc, et on se regarde, et je vois que, je sais pas si on s'est mal compris ou quoi, mais je vois qu'elle vient pas. Du coup, je me dis, allez, je vais reprendre le penalty. Je le marque, et derrière, il y a 3 autres penalties dans le match que je marque. Donc voilà, en fait, aujourd'hui... il suffit d'une erreur pour douter, et en même temps, il faut vite passer à autre chose. Puis surtout, nous, on est dans un sport où c'est attaque-défense, attaque-défense, donc t'as pas le temps de t'arrêter et de dire « Ah mince, j'ai raté Et puis, sincèrement, quand tu commences à rentrer dans cet engrenage un peu négatif, c'est bête, mais en fait, le négatif appelle le négatif, et du coup, tu creuses, alors qu'il faut vite... Non, t'arrêtes cet engrenage. Ça t'est déjà arrivé quand même de tellement douter justement sur ton penalty, de prendre la décision de le laisser à quelqu'un d'autre parce que tu sais que là ça y est, tu maîtrises plus, quoi. Ça m'est arrivé en Coupe d'Europe il y a 2 ou 3 ans où pareil, je commence sur le banc, donc je rentre, je rate le penalty, je ressors, je retourne pour le deuxième, je le rate, et là le coach il me dit le troisième t'y retourne. Je dis Seb, non, ça sert à rien. Aujourd'hui, je suis pas dedans. Je dis, à un moment donné, ton ego, faut le mettre de côté. Ça sert à rien c'est bien d'avoir de l'ego, c'est important en tant que sportif d'avoir de l'ego. Mais là, à ce moment-là, tu dis, attends, pour l'intérêt du collectif, à un moment donné, si je voulais tirer des pénaltys, je ferais un sport individuel et je m'amuserais, j'inventerais une discipline, le tir de pénalty, et voilà. Sauf que non, là, on fait du hand, et l'intérêt du collectif, il est pas bon, là. Si j'y retourne et que non, là, c'est de l'ego surdimensionné, mal placé, ça sert à rien. C'est pas bon pour l'équipe. Donc non, là, j'ai dit au coach, non, on voit quelqu'un d'autre et c'est OK. Moi, je m'entraînerai le lendemain à reprendre les pénaux. Mais est-ce que parfois, tu arrives à faire la différence entre ça vient de toi, l'erreur de il est pas rentré,
Et en fait, t'as juste une super gardienne et du coup, quoi que tu fasses, la gardienne, elle est juste dans son meilleur jour possible et t'as pas à douter parce que c'est pas de ta faute. C'est ça. Ouais, ça arrive. Surtout qu'en France, on a des gardiennes de top niveau. Mais là, pour le coup, je connais ma valeur. Je sais que depuis des années, je suis considérée comme l'une des meilleures tireuses de penalty du championnat. Donc, si elle, c'est une des meilleures, moi aussi, je vais lui montrer que je suis une des meilleures dans ma... Ça t'excite un peu. Ouais. En fait, pour moi, c'est hyper challengeant, encore une fois. Et puis, pour le coup, le penalty, c'est un face-à-face. Donc, c'est vraiment, là, c'est de la qualité individuelle pure. Aujourd'hui, quand en Coupe de France, par exemple, il y a une séance de penalty à la fin, il n'y a pas tout le monde qui dit je vais tirer le penalty. Ouais, c'est un vrai exercice à part entière. Et puis, encore une fois, moi, aujourd'hui, avant d'aller tirer un penalty, je fais un exercice de respiration avant. J'essaye de faire redescendre mon rythme cardiaque, de me concentrer, parce que c'est vraiment... T'as 3 secondes pour tirer ton penalty, on arrête le temps, c'est un moment qui se fige un peu. Parce que tout est à l'arrêt, c'est un face-à-face. Donc pour moi, c'est vraiment un exercice à part entière. Et aujourd'hui, des fois, quand tu rates un penalty et qu'à la fin du match, on te dit « Ah, moi, je l'aurais mis ce penalty. Hein. » les bonnes phrases de monsieur et madame tout le monde qui, là, du jour au lendemain, sont les meilleurs handballeurs du monde. Moi, ça me fait rire parce que voilà, je sais que ces gens-là, ils n'ont pas conscience de tout le travail qui est fait. Du coup, ça doit être hyper intéressant pour toi quand tu regardes des matchs, soit dans un stade, dans un gymnase ou derrière ton écran et que tu vois ces séances-là, que ce soit dans le hand, mais dans d'autres sports aussi, parce que tu dois savoir un peu ce qui se passe dans la tête. Le body language, le stress, il est super important en plus dans le sport, je trouve. Et tu vois direct. Moi, il y a un truc tout bête. Souvent, tu vois, il y a des gens qui me disent « Je savais que t'allais rater ton péno. » Parce que des fois, je prends le ballon, je vais pour le dribbler et un truc tout bête, genre il y a trop de colle et le dribble, il reste dans mon pied ou quoi. Et là, les gens, ils sont là en mode « Là, on a vu que t'es sorti un peu de ta routine. » ou tu vois. Ou des fois, il y a des gardiennes qui, pour jouer psychologiquement, elles te demandent la balle. Genre en mode elles viennent de rentrer parce que t'as le droit de changer de gardienne pour un penalty. Elles te demandent la balle, genre en mode vas-y donne-la moi, je la touche un peu. Et c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que j'aime bien analyser et regarder un peu quelles sont les routines des joueuses. Souvent il y en a, elles ont besoin de faire 2-3 pas en arrière, de prendre une grande inspiration, d'aller tirer parce que c'est vraiment une bulle de concentration qu'il faut se créer dans ta bulle. Exactement. Ouais. La tristesse. Pas la saison dernière, la saison d'avant, la fin de saison, je rentre quasiment tous les soirs chez moi en pleurs. Vraiment, tous les soirs. Pourquoi ? Parce que on arrive sur une fin de saison qui est plutôt compliquée pour l'équipe et il y a peu de chances qu'on se qualifie en Coupe d'Europe. Comme je te l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui est animé par la compétition. Ça fait des années que je joue en LFH et du coup, le niveau de la LFH, je le connais. Ça y est. Tous les ans, jouer toujours le même rythme, toujours les mêmes équipes, c'est plus stimulant, en fait, pour moi. Et on a eu la chance quand j'ai re-signé à Besançon, de jouer 2 fois d'affilée la Coupe d'Europe. Donc, du coup, c'était la première fois que je jouais la Coupe d'Europe, donc j'ai découvert un truc de nouveau. Un truc qui m'a vraiment stimulé, qui m'a apporté un nouveau step, entre guillemets, en termes de sensations, etc., de jouer contre des équipes dont t'as pas l'habitude, c'est trop bien en fait. Ça allait être la 2e année consécutive qu'on n'allait pas se requalifier en Coupe d'Europe. Et du coup, là, je rentrais chez moi et je regardais mon mari et je lui disais, mais en fait, là, on est à 5 jours de la fin du championnat et on a 0 chance de se qualifier en Coupe d'Europe. Pourquoi je joue au hand ? Pourquoi là, pourquoi je vais m'entraîner ? Pourquoi le week-end je joue ? Si en fait, l'objectif, c'est juste, on est sûr de pas descendre, mais on est sûr de pas se qualifier aussi en Coupe d'Europe. En fait, là, je rentrais chez moi, je me disais, mais en fait, là, j'arrive à un stade où il y a aucun sens. Vraiment, hein. Je suis vraiment arrivée à un stade où il y a aucun sens. Et bizarrement, je finis individuellement la meilleure saison de ma carrière. Je finis meilleure buteuse de l'équipe. Je finis dans le top 3 des meilleures ailières droites du championnat. Et pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'ai trouvé un échappatoire un peu au hand. C'est là où j'ai commencé à m'investir sur les réseaux sociaux, entre guillemets. J'ai créé une mini-série qui s'appelle Parlons peu, parlons bien. Et à ce moment-là, en fait, je rentrais chez moi, je fermais la porte, je disais le handball, ça reste dans le gymnase. Je veux pas que ça rentre à la maison, c'est en train de devenir un poison, il faut que je fasse autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit vas-y, je vais faire de la création de contenu. Je me suis investie à fond sur les réseaux.
je me suis dit, tu sais quoi, l'année prochaine, je vais ouvrir une chaîne YouTube. J'ai créé en fait un nouveau process où je me suis dit, le hand, vas-y, laisse ça au vestiaire et pense à autre chose. Première fois de ma vie aussi où j'ai fait appel à un psychologue. Avant, j'étais vraiment que sur de la prépa mentale, mais là, je suis arrivée à un stade où j'ai dit, il faut que j'aille voir quelqu'un, parce que c'est quand même grave de dire que le handball, dès qu'il y a plus de sens au hand, ta vie, elle devient nulle. Ouais, mais c'est que le projet était moins motivant pour toi. Tu Ouais, vois, c'est comme sûr. Quand tu bosses sur un projet dans un travail traditionnel. C'est sûr. Bah, mais là, en fait, c'était vraiment arrivé à un stade où c'était devenu un poison pour moi, pour mon compagnon aussi. J'étais vraiment devenue quelqu'un qui était pas agréable à vivre. Et là, j'ai dit non. Je veux pas que ça devienne. Faut que je comprenne en fait que, et je l'ai compris grâce à ce suivi psy, qu'en fait le hand, il y a pas que ça. Et ça revient à ce qu'on disait au début. On n'est pas que des sportifs et on peut être animé par autre chose. Et c'est là où tout simplement, naturellement, j'ai développé un plaisir à créer du contenu. Et du coup, c'est peut-être grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, et aujourd'hui, j'aspire à motiver les gens, à leur montrer une certaine réalité du sport de haut niveau et de leur dire, faire du sport, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie quand vous êtes sportif de haut niveau. Et surtout, si vous voulez faire du haut niveau, ne soyez pas motivé que par ça. Parce que si c'est pas une fin en soi, faut pas que ça vous détruise. Faut que vous trouviez autre chose que ça, quoi. Et du coup, la tristesse, moi, c'est cette fin de saison ce qui m'évoque, parce que pour le coup, je me reconnaissais pas quand je rentrais chez moi. Et puis peut-être t'as dû aussi être triste de te dire, en fait, je redémarre une saison. C'est ça. Il n'y a aucun challenge. Exactement. Et je regardais mon mari et je disais, waouh, en fait, j'ai envie d'aspirer à plus. J'ai envie d'aspirer à plus. Mais du coup, il y a eu un changement de staff. Donc, il y a eu une nouvelle, on va dire, un nouveau souffle, on va dire, dans cette équipe-là. Et du coup, nouvelle année, nouveau challenge. On s'est qualifié en Coupe d'Europe. Du coup, cette année, on est en Coupe d'Europe. Donc, il y a eu un changement. Moi, derrière, j'ai dit au staff, je leur ai dit, écoutez, voilà, je vais essayer de faire du contenu. Donc, si vous me l'autorisez, j'aimerais bien de temps en temps filmer les séances de muscu. Si je peux faire venir quelqu'un faire filmer les séances, etc. Je veux pas que ça impacte le groupe, parce que moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux pas imposer ça aux gens. Oui, c'est ton choix, c'est pas... Exactement, c'est mon choix, c'est pas le leur. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en mode, les filles, vous êtes d'accord pour que, ou le staff, vous êtes d'accord pour que. Mais faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, j'ai compris que moi, c'était mon équilibre. Et si j'avais pas ça à côté, en fait, le hand, je serais pas aussi performante. Et l'année dernière, bis repetita, je suis dans le top 3 des meilleures ailières droites du championnat. Je finis encore meilleure buteuse de l'équipe. Donc là, je me suis dit, ok, ça, t'as trouvé ton équilibre. C'est ça qu'il faut pour être performante sur et en dehors du terrain. Tu parlais de l'équipe de France. Il s'avère que toi, tu as la double nationalité, française et algérienne. Et il s'avère que pour l'équipe 1, quoi, j'ai envie de dire, c'est pas avec la France que tu as joué. Non. C'est avec l'Algérie. Non. Comment tu as vécu ça? Parce que tes rêves, ils étaient côté France. Et finalement, tu représentes l'Algérie qui fait aussi partie de ton histoire et de ton ADN. Ça. Comment tu vis tout ce mélange? Ça doit être des émotions hyper étranges. Non, en fait, il y a un truc que j'ai dit à mon mari là dernièrement. On est en pleine réflexion pour avoir des enfants. Et je lui ai dit, moi, il y a juste une chose qui me fait peur, c'est qu'en fait, j'arrive pas au bout de ce que je voulais faire dans ma carrière de sportive. Et entre guillemets, pas le faire regretter à mon enfant, mais j'ai pas envie d'avoir ce sentiment de culpabilité à me dire, j'ai dû avoir un enfant alors que j'étais au summum de ma carrière et que j'ai pas pu exploiter à 100% ce que je pouvais faire en tant qu'athlète. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je veux vivre toutes les expériences à fond. Donc, quand j'ai signé mon premier contrat à Toulon, il y a eu la naissance de l'équipe de France de beach handball. On a fait appel à moi. Donc, au final, je l'ai eu. Mon équipe ton équipe de France avec le beach. La dotation équipe de France. Exceptionnelle. La dotation Adidas exceptionnelle. Non, j'ai eu la chance de faire, aujourd'hui, je suis à la maison du handball sur le mur parce qu'il y a tous les athlètes qui sont passés aux équipes de France. Mais mon angle est sur la partie beach handball. Voilà. Donc, c'est une énorme fierté de faire partie de la première équipe de l'histoire du beach français. Donc, on a fait 1 Euro à Zagreb. On a terminé sur une place historique. Du coup, on avait fini combien? On avait fini 5e pour une première participation.
2 ans après, on a fait un mondial à Kazan. On a fini 13e, je crois. Donc pareil, pour une première participation, c'était génial. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un appel pour intégrer l'équipe d'Algérie, donc pour représenter le pays de mon papa. Et c'est vrai que quand tu as un appel comme ça, sincèrement, tu réfléchis pas à 2 fois. Ah ouais, ok. Ouais, non, la vérité, tu réfléchis pas. Parce que si tu acceptes, ça te ferme les portes de l'équipe de France. Ça me ferme les portes de l'équipe de France, mais pour 3 ans, entre guillemets. Si je fais ma dernière sélection en Algérie et que j'attends 3 ans sans sélection, je peux être potentiellement resélectionnée. Donc, entre guillemets, c'était pas une fermeture. Il fallait juste que j'arrête de jouer pour l'Algérie pendant un certain temps pour rejouer avec l'équipe de France. Mais comme je te l'ai dit, moi, je veux terminer ma carrière sans regret. Et à ce moment-là, j'avais la chance de faire des Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie, terre de mon papa. Et en plus, les Jeux méditerranéens, c'est sous la houlette du comité olympique. Oui. Donc, du coup, j'ai vécu des mini-Jeux olympiques en Algérie. J'ai fait une entrée du stade. Donc, on a clôturé la cérémonie d'ouverture devant un stade de 70 000 personnes. Aujourd'hui, c'est mon meilleur souvenir sportif. Il devait être fier, ton père. Il était dans les tribunes. Ouais. C'était même pas prévu. Il est venu avec ma mère. Il y avait ses sœurs aussi qui étaient là devant mes tantes. Rien que d'en parler, j'ai les frissons. Ouais. Enfin, franchement, pour moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai eu. Moi, même si je suis née en France, mes parents, je suis bilingue, je sais parler arabe. 1 an sur 2, on allait en Algérie ou au Maroc, donc j'ai cette connexion quand même avec la terre de mes parents. C'était pas un choix parce que j'étais pas appelée en équipe de France, donc je choisis l'Algérie. Oui. Non, c'était vraiment. J'ai pris le numéro 8 de mon papa parce que quand il était professionnel, il avait ce numéro-là. J'ai eu l'honneur d'être la capitaine de cette équipe. Donc non, j'ai eu la chance de faire une CAN aussi au Sénégal. Donc non, c'était plus qu'un honneur de représenter la sélection algérienne. Et l'année dernière, j'ai décidé de prendre ma retraite parce que j'ai eu quelques retraites internationales. Retraite internationale algérienne, voilà. Donc j'ai décidé de ne plus porter le maillot de l'Algérie. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le monde professionnel. Tu as dit, tu as signé pour 3 ans à Besançon. Ouais. Tu parles aussi de projet d'enfant. Comment tu vois la suite de ta carrière ? On imagine que tu es plutôt sur la fin. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà un peu tracé ton planning, tu vois ? Comment c'est dans ta tête ? C'est ça. Malheureusement ou heureusement, je sais jamais trop comment le dire. Mais quand tu es sportif, faut planifier ce genre d'événement. Aujourd'hui, pour moi, avoir un enfant ne veut pas dire arrêt de carrière. J'aimerais bien avoir un enfant en cours de carrière. En plus, on le voit là. Alors, il y avait Clarisse Agbenienou en judo qui nous a montré que c'était possible, qui est revenue au jeu après sa grossesse. Mais là, il y a énormément de filles, et notamment dans le handball, après Paris, qu'on dit allez, c'est la porte. C'est ça, pause bébé, c'est ça. Exactement. Il y en a plein là qui ont soit Chloé Valentini, accouché, soit Laura Flip. Et puis même dans les autres nations, c'est vraiment, ça a été annonce sur annonce. Mais comme quoi, voilà, c'est réfléchi et c'est pas anodin. Moi, c'est vrai que d'avoir signé 3 ans, c'est un signe que j'aimerais avoir un bébé au cours de ces 3 ans. Et encore une fois, c'est pour ça que moi, j'aime ce club de Besançon. Parce que quand je suis rentrée dans le bureau pour re-signer mon contrat, la première question qu'on m'a posée, c'est « Et alors, ton désir de grossesse ?» Je me suis dit « Oh là là, si je leur dis que je veux avoir un bébé, ils vont me dire « Bon, bah merci Sabrina, au plaisir, à bientôt. » Et pas du tout, au contraire. On m'a dit « Bah écoute, on voit pas pourquoi on accompagnerait des joueuses qui, par exemple, lorsqu'ils se font une rupture des ligaments croisés, on les accompagne dans leur process de rééducation, etc. On voit pas pourquoi on le ferait pas pour une femme qui a envie d'avoir un enfant. En plus, surtout pour ce genre de raison, entre guillemets, c'est la plus belle raison du monde, donc on voit pas pourquoi. Et en plus, ils ont dit on n'a jamais eu de bébé à l'ESBF, donc pourquoi pas, ce serait peut-être l'occasion. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai échangé avec le club. Ils sont au courant. Après, on n'a pas encore, entre guillemets, décidé de date, parce que ça, encore une fois, c'est... Des fois, tu as envie d'essayer, mais ça se passe pas bien, etc. Donc non, il n'y a pas de, entre guillemets, de date fixe. Oui. Mais évidemment, moi, c'est quelque chose auquel j'ai envie d'être transparente avec eux, de leur dire, bah écoutez, voilà, parce que derrière, faut remplacer la joueuse. Oui, puis en fait, c'est important d'être honnête avec eux, à la fois parce que quand tu seras enceinte, il faudra quelqu'un pour te remplacer. Exactement. Et il y aura aussi un temps de récupération. Exactement. Après, etc. Mais parce que aussi, eux,
Alors évidemment, je te le souhaite pas, mais parfois ça met du temps pour Exact. les femmes et De pour revenir, les couples, bien sûr. bah, D'avoir un rien que enfant, d'avoir bien un sûr, enfant. et de revenir Et après. du coup, ça peut être important pour le club de savoir que ben voilà, il y a des moments où tu vas peut-être avoir des rendez-vous à l'hôpital que tu pourras pas décaler. Enfin, Exactement. alors évidemment, je te le souhaite Non, pas, mais au moins ça c'est veut une dire que réalité. derrière t'as un soutien C'est une et réalité. qu'ils savent aussi pourquoi tu fais tout ça. Enfin, À une échelle bien plus minime, je vais te donner un exemple. Cet été, par exemple, j'avais le mariage d'une de mes meilleures amies. La personne pour qui je porte mon numéro, le 31 par exemple. C'était une de mes demoiselles d'honneur, voilà, on s'est rencontrés via le hand. Et pour moi, il était hors de question que je rate son mariage. Sauf que aujourd'hui, carrière de haut niveau, ça rime avec sacrifice, et malheureusement, l'entourage, il fait souvent c'est des dommages collatéraux un peu de cette carrière de haut niveau. Donc du coup, tu rates les anniversaires, tu rates les mariages, tu rates les naissances, tu rates plein de choses. Et je sais pas si on peut parler de légitimité ou quoi, mais aujourd'hui, voilà, moi, ça va faire bientôt plus de 4, 5, 9 ans que je suis dans le club. J'ai fait mes preuves. On a vu qu'on pouvait compter sur moi, que je suis quelqu'un de sérieux, professionnel. Donc en fait, tout simplement, je suis allée auprès du club et du coach l'année dernière, en novembre 2024, et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai le mariage de une de mes meilleures amies en 2025. Je vous mets la date. J'aimerais que s'il vous plaît, vous me libériez pour ce jour-là. Donc le club, on va étudier ta demande, il y a pas de souci. Et en juin, donc je renvoie un message à 2 mois du mariage. Parce que ça commence à être un peu pressant. S'il vous plaît, il y a le traiteur pour ma copine. Elle aimerait savoir si on vient. Ils me disent, bah écoute Sabrina, ce week-end-là, on a un tournoi. Je me dis, bon, ça y est, c'est cuit, on va me dire, c'est mort. Je leur dis, ok, d'accord, comment on fait? Encore une fois, ma bonne étoile. Le tournoi est à 1h30 du lieu du mariage. Chance incroyable. Mais, Dieu merci, c'était pas à Brest ou je ne sais où, à l'autre bout de la France. Et ce qu'ils m'ont dit, écoute, on te laisse aller au mariage le samedi. Par contre, on te fait une demande. C'est que dimanche, tu sois là pour le deuxième match. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, samedi, je vais au mariage de mon ami. Par contre, à 1h du matin, je lui dis, écoute, Maïlis, elle s'appelle Maïou, je dois aller dormir. Demain, à 14h, j'ai un match. Ouais, mais au moins, t'étais là. J'étais là. Le lendemain, je décolle à 10h, parce que c'était à 1h30. Il m'a dit, écoute, on veut que tu sois là à midi. Le match, il est à 14h. Je fais mon match à 14h. Je suis élue meilleure joueuse du match. Je regarde le coach. Je lui dis, moi, tu me donnes 100, je te rends 1000. Ouais. Tu sais que, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça marche à Besançon. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait, si à chaque fois on te dit non aussi, t'auras plus envie. En fait, à un moment donné, on est des humains. Et encore une fois, la santé mentale, c'est là, pour moi, ça fait partie de ce genre de choses, de santé mentale. Tu penses vraiment que j'aurais fait un bon match le samedi si je sais que je ratais le match de mariage de ma mère? En fait, ta tête, elle est ailleurs, quoi. Exactement. Et eux, en fait, ils ont été intelligents. Ils ont dit, écoute, c'est un match amical, c'est pas un match officiel. Ouais. Elle est à 1h30, on l'a dit de venir, on lui a dit de venir le lendemain. Et moi, derrière, je suis intelligente. Je vais pas me coucher à 4h du matin. Je sais que le club, ils ont fait un effort de me laisser assister au mariage. Moi, le lendemain, je leur rends l'appareil fois 1000. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un échange, quoi. C'est de l'humain, tout simplement. Oui. Et donc, pour cette histoire de grossesse, je sais que ça va être la même chose. Je vais être transparent avec eux. J'espère qu'ils le seront avec moi. Et que, s'il y a des soucis de conception de l'enfant, ils seront entendants. Mais moi, en attendant, je serai toujours présente aux entraînements. J'essaierai de continuer à être performante au match, etc. Mais c'est du donnant-donnant. Ouais. Quel est, pour toi, peut-être le plus gros regret ou plus gros échec que tu as dans ta carrière, là, si tu dézoomes un peu toutes ces années passées Franchement, aucun. Parce que, vraiment. Et je le dis vraiment en toute honnêteté, parce que pour moi, du début à la fin, j'ai été fidèle à moi-même. Depuis le début de ma carrière, j'ai dit, moi, mon rêve, c'est d'aller en équipe de France. J'ai vraiment tout fait, pour essayer d'y arriver. Après, il y avait meilleur que moi, tout simplement. Et à un moment donné, il y avait meilleur que moi, c'est tout. Mais en attendant, j'ai eu mon expérience à l'étranger. Moi, à chaque fois, dans tous les clubs où je suis passée, je sais que j'ai laissé une bonne image de la personne que je suis, que je me suis donnée à 100% vraiment du début à la fin, que ce soit pour des clubs qui jouent le maintien ou pour des clubs comme Besançon qui jouent l'Europe. Moi, j'ai vraiment été la même vraiment du début à la fin de ma carrière. Alors oui, après, t'apprends, comme on a dit, les premiers salaires, les sorties en boîte le week-end, l'équilibre alimentaire, c'est des choses que j'ai appris parce que t'apprends que ton corps il vieillit et que t'as besoin de changer certaines habitudes pour continuer à rester performante. Mais moi, vraiment, le fil rouge de ma carrière, c'est
être le plus performante possible. Et quoi qu'il arrive, si tu continues à travailler, en fait, le travail, il va t'amener à un point toujours plus haut, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, moi, voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est que je dois être là. Et puis, j'en sais rien, moi, comme j'ai dit, ma carrière, elle est... Moi, pour moi, je veux essayer d'être handballeuse professionnelle le plus longtemps possible, tant que mon corps me le permet. Oui, on parle que t'es sur la fin, mais voilà. c'est pas non plus... Non, aujourd'hui, regarde, il y a... Dans un an, je sais pas si t'as vu l'histoire de l'ailière gauche norvégienne, Camille ARM, l'un des plus gros palmarès du handball international. Maman, elle a 38 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, et là, elle a joué un match de hand 5 jours après sa chimiothérapie. Ah oui. Elle a le crâne rasé, et c'est un exemple de résilience et de force exceptionnelle. Et tu te dis, quand t'as ces joueuses-là, qui sont sur le terrain 5 jours après une chimio, qui sont mamans, tu te dis, mais en fait, tout est possible. Oui. Vraiment. Finalement, t'as que 30 ans. C'est exactement ça. J'ai que 30 ans. J'ai vraiment, c'est pour ça que je touche du bois, et tant que mon corps, en fait, il le suit, et tant que j'ai ce plaisir et cet esprit de compétition, let's go. Vraiment. Let's go. Du coup, là, l'épisode va sortir courant octobre, si ma mémoire est bonne. Donc, on sera toujours sur le début de saison pour toi et le SBF. Si on se projette un peu, c'est quoi l'objectif cette année ? L'objectif, il est clair. Donc là, on s'est requalifié en Coupe d'Europe. Mais du coup, vu qu'on a terminé 5e la saison dernière, on doit passer par des tours qualificatifs avant de rentrer en phase de poule. Donc là, on a un premier match en septembre, la fin septembre, à domicile, face à l'équipe de Most, si je dis pas de bêtises, une équipe tchèque. Donc ça va être en aller-retour. Si on gagne ce match sur l'aller-retour, on a un deuxième match de qualification face à une équipe française, cette fois-ci Chambray. Et si pareil, on gagne cette équipe-là en aller-retour, là, on va pouvoir rentrer en phase de poule. Donc l'objectif fixé par le club, c'est de rentrer dans cette phase de poule-là, de se requalifier en Coupe d'Europe pour l'année prochaine, donc terminer dans le top 5 du championnat. Et puis, encore une fois, ça, c'est les objectifs minimum. Donc, si on les atteint, après, c'est d'aller le plus loin possible. Trop bien. Et je te le souhaite. Merci beaucoup. On va partir sur les 2 dernières questions du podcast, les questions que je pose toujours à tous mes invités. Si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un autre ou une autre athlète de haut niveau, tu choisirais qui et pourquoi ? Franchement, là, à l'instant T, Clarisse Agbenieou, pour voir ce que c'est d'être maman en tant que sportive. Parce que ça aussi, pareil, c'est une question que je me pose souvent avec mon mari. Ça se trouve, le jour où on va mettre mon bébé dans les bras, je vais regarder, je vais dire, mais le hand, mais what the fuck, basta, je veux passer ma vie avec mon bébé, en fait. Et peut-être. Et ça sera ok, grave, et c'est ok. Mais vraiment voir, en fait, comment elle gère son quotidien. Un truc tout bête, mais chez le sportif, le sommeil, c'est archi important. Et moi, j'aime trop dormir. Donc, je me dis, est-ce que avec le bébé, je vais pouvoir dormir ? Est-ce que je vais avoir un bébé qui fait ses nuits ou pas ? Et comment je vais gérer ça ? Il fera ses nuits. Peut-être qu'il fera pas les tiennes. Exactement. Exactement. Et ça, c'est des questions que je me pose. Mais là, à l'instant T, j'aimerais avoir la vie de Clarisse, parce que de ce qu'elle montre sur les réseaux, ça aussi, là-dessus, elle est archi transparente. Et je trouve ça trop cool. De voir si c'est aussi difficile ou aussi simple. Des fois, ça a l'air si facile, mais des fois, ça a l'air si compliqué. Ouais, et quand tu vois des réveils nocturnes. Et le lendemain, elle est à l'entraînement et elle assure. Ou même elle est en compétition le jour même. Ou elle allait encore, alors qu'elle vient de combattre il y a 10 minutes. Waouh! Je trouve ça trop beau et j'ai changé. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose aussi, tu vois, grâce à des sportifs comme elle, où les infrastructures pour les sportives vont être amenées à évoluer, tu vois. Parce que toi, si un jour t'as un enfant en étant à l'ESBF, ce sera le premier du club. Donc peut-être aussi que des choses vont être mises en place pour faciliter l'allaitement, tu vois, pour faciliter la venue du bébé avec toi aussi aux entraînements. C'est clair, peut-être faire venir dans le staff un kiné qui pour la rééducation, du périnée, etc. Même ça, tu vois, c'est des choses qu'on n'envisageait pas il y a quelques années, mais maintenant. Mais tu vois, pour le coup, Besançon, vraiment, je sais pas si on est innovateur ou quoi, mais par exemple, on a un questionnaire qu'on doit remplir tous les jours à notre préparateur physique, lui dire si on a nos règles ou pas. Au début de la saison, on a fait, on a travaillé le transverse, on fait de la rééducation pour le périnée. Enfin, tout ça, je trouve ça de ouf. Et ce qu'on en fait ailleurs, je sais pas, mais déjà le fait de le faire ici, je trouve ça trop trop bien. Pour un club féminin, en plus qu'on a un staff masculin majoritairement qui s'en occupe et
qui disent il faut qu'on bosse et qui est conscient, que le corps d'une femme, ça, il évolue. Les hormones, c'est fluctuant. Exactement. Exactement. Donc je trouve ça trop bien. Dernière question. À quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Moi, je vais rester dans le hand parce que c'est mon domaine. Mais j'ai eu la chance de croiser des handballeuses, mais avant tout des personnes humaines exceptionnelles. Je te souhaite d'avoir Manon Ouette dans ton podcast parce que déjà elle en anime un autre. Donc là-dessus vous allez vous rejoindre. Et mais aussi parce qu'elle a eu une carrière exceptionnelle et en tant que femme et pour ce qu'elle véhicule après carrière, je trouve que franchement elle aura un beau message à passer dans ton podcast. Trop bien. Donc Manon Ouette. Je l'attends à ce micro alors. Manon, si tu m'entends. Un immense merci à toi. Merci du coup, je sais pas si je dis Sabrina ou si je dis Zazaï. Zazaï, ça me choquerait pas, donc tu peux me le dire. Vraiment, c'était un trop beau moment. Merci et puis j'ai hâte de revenir te voir au Palais des Sports. Je nous souhaite tout le succès à nous deux, vraiment. Moi, pour la fin de ma carrière, comme je t'ai dit, d'être alignée avec ce que je veux, et toi, un jour, d'avoir Léon Marchand à ma place. Allez. C'est ce qu'on se fait, ce pacte-là. J'espère. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!